Solène Niederkorn vous propose FinScale, un éclairage sur l'innovation dans le monde de la finance, de la banque et de l'assurance. Scoring de risque et Open Banking, l'expertise d'Algone au service des prêteurs. Michael Diguet, président et fondateur d'Algone. C'est une particularité aussi du score Open Banking, c'est qu'on a pu démontrer qu'on pouvait avoir un score générique qui marchait de manière un peu universelle. Donc en fait ce score, au fur et à mesure qu'on collecte de la donnée, qu'on expérimente des choses, on le fait évoluer, mais on le fait évoluer pour l'ensemble de nos clients. Donc c'est un score unique et c'est aussi ce qui fait notre force sur la partie score, c'est le fait qu'on est là depuis longtemps, on travaille avec la quasi-totalité des établissements bancaires, donc on a beaucoup de données et beaucoup d'expérience, ce qui nous permet d'avoir des algorithmes très performants. L'Open Banking offre de nombreuses possibilités à de nombreux prêteurs, mais nombreux sont ceux qui calculent leur scoring de risque à la main. Dans un monde où les données pullulent, vous allez voir combien développer des algorithmes de qualité en finance est un métier en soi. Rentré dans cette niche il y a quelques années, Algone a développé des algorithmes utilisés par de nombreux établissements financiers en France, autant des banques que des fintechs. Michael nous parle des méthodologies utilisées, des mesures mises en place pour assurer la performance et la précision des scores, mais aussi de la transparence et l'explicabilité, deux notions qui titillent les autorités de régulation en Europe. Nous parlons aussi des besoins grandissants des prêteurs en matière de scoring de risque des entreprises. Notre discussion nous amène enfin à parler du récent partenariat d'Algone avec Mastercard et des velléités d'expansion de la start-up en Europe. Bonne écoute à tous! Bonjour à tous, bonjour Michael. Bonjour Solène. Ravi de t'inviter enfin sur FinScale. Ça fait 2 ans que je me dis qu'il faut que je t'invite, donc il était plus que temps. Écoute, c'est un plaisir. Est-ce que tu pourrais quand même te présenter avant qu'on parle d'Algone ? Oui, donc je suis Michael Diguet, le président d'Algone et l'un des 2 cofondateurs. Voilà, donc Algone, société fondée en 2018. Et avant de fonder Algone, j'ai travaillé dans la tech. Je m'occupais de R&D chez Dassault Systèmes. D'accord. Rien à voir avec la finance alors ? Non, mais mon associé, qui est un copain d'école d'ingé, par contre vient de la finance. Donc d'où FinTech. Lui, la finance et moi, la tech. Top. On va rentrer dans un sujet qui va être, je pense, assez compliqué puisqu'on va parler d'algorithmes de risque pour évaluer la solvabilité des demandeurs de crédit. Donc ça, c'est vraiment le scope que vous avez choisi pour Algone. J'aurais aimé savoir quel genre de sociétés sont concernées par la mise en œuvre de ces algorithmes. Alors, les sociétés qui sont concernées par la mise en œuvre de ces algorithmes, ce sont les sociétés qui prêtent de l'argent. Donc, prêter de l'argent, évidemment, c'est une activité risquée, c'est une activité qui comporte des risques. Donc, ces risques, ils sont couverts par les taux d'intérêt qui sont perçus par le prêteur. Mais néanmoins, il faut bien gérer son risque et prêter à des gens ou à des entreprises qui vont être en capacité de rembourser sans se mettre en difficulté. Donc c'est très important, effectivement, les algorithmes d'évaluation du risque crédit sont très importants dans l'univers du prêt et ils sont utilisés de manière systématique. Donc ça, c'est par exemple les banques. Et au niveau des assurances, est-ce qu'il y a également des besoins ? Alors pas pour le crédit ? Voilà, c'est tout à fait. Les assurances utilisent également des algorithmes pour évaluer les risques de sinistralité, faire le pricing des primes, etc. D'accord. Alors, quelles sont les variables ou les données qu'on prend en compte quand on met en place ces algorithmes pour évaluer les probabilités de défaut de remboursement ? Alors, je vais te parler de ce que je connais le mieux, donc le crédit au particulier. Ouais. Donc, dans la plupart des pays du monde, il y a ce qu'on appelle des crédits de bureau. Ouais, alors, j'y reviendrai après. C'est pas le cas en France. En France, on a une exception là-dessus, mais donc les crédits de bureau, ce sont des entités qui recueillent des informations sur les consommateurs, informations qui leur sont envoyées par justement des établissements de crédit ou des fournisseurs d'électricité ou ce genre de choses. Donc dans les pays équipés de crédit de bureau, l'Angleterre par exemple, à chaque fois qu'on rembourse correctement un crédit, cette information est envoyée à un crédit de bureau et ça va avoir tendance à monter notre note au sein de ce crédit de bureau. De même, quand on paye bien son électricité, on a la note qui monte dans le crédit de bureau. Et lorsqu'une banque souhaite octroyer un crédit à quelqu'un, elle va interroger ce crédit de bureau pour avoir des informations sur cette personne et du coup lui accorder ou non le crédit. Donc c'est comme ça que ça marche dans un certain nombre de pays du monde. En France, c'est différent. En France, on n'a pas aime bien faire différent en France. Ouais, ça a été jugé... contraire à la protection des données, non ? C'est pour ces raisons-là ? Ça a été jugé comme non constitutionnel, effectivement, pour des questions de vie privée et de protection des données. Et c'est vrai que pour un Français
qui ne connaît pas la mécanique des crédits de bureau, ça peut être un peu particulier de se dire qu'en Angleterre ou aux États-Unis, il y a des informations comme ça sur nous qui sont centralisées dans des crédits de bureau. Nous, on n'est pas habitués à ça. C'est pour ça que ça n'existe pas en France. Et du coup, comment font les établissements de crédit ? Eh bien, ils construisent des scores crédits basés sur des données socio-démographiques. Donc, on va regarder la situation professionnelle. Enfin, de toute façon, on a tous fait des demandes de crédit, hein, donc on voit à peu près les questions qui nous sont posées, les données qui nous sont demandées. Voilà, donc ce sont des données qui permettent derrière d'évaluer un risque et prendre une décision. Alors, le problème de ça, c'est que c'est des points de données qui sont très peu nombreux, assez peu discriminants finalement, et du coup les établissements, les prêteurs, les établissements bancaires, les établissements financiers qui prêtent de l'argent en particulier sont obligés d'exclure une grande partie de la population s'ils veulent correctement tenir leurs risques. Donc, c'est pour ça qu'en France, si on veut un crédit à la consommation, si on a moins de 28 ans, c'est quasiment impossible. Si on est célibataire, locataire, c'est quasiment impossible. Voilà, et c'est justement ce que nous, on essaye de changer. Et donc j'y viens, les derniers types de données qu'on peut utiliser pour évaluer un risque crédit et octroyer ou non un crédit, ce sont les données des transactions bancaires qui sont aujourd'hui rendues accessibles par ce qu'on appelle l'open banking. Donc aujourd'hui, le client peut, le demandeur de crédit peut, s'il le souhaite, explicitement donner l'accès à son compte bancaire pour que ses transactions bancaires soient regardées et que du coup son risque crédit soit évalué de manière très factuelle et objective, simplement en regardant son comportement budgétaire et l'état de ses finances. Et donc c'est ça que nous, on promeut chez Algone. D'accord. Alors, ces scorings, en général, sont établis, comme tu disais, par les établissements de crédit qui développent eux-mêmes leurs algorithmes. Pourquoi est-ce qu'il y a une volonté d'aller chercher des sociétés comme la vôtre, spécialisées dans la création d'algorithmes de crédit ? C'est si compliqué que ça à développer ? Je me rends pas compte. C'est pas simple. C'est pas simple. Enfin, en tout cas, nous, on est un certain nombre à travailler sur le sujet depuis un certain nombre d'années. Donc, ça requiert une expertise. C'est un sujet nouveau, en fait. C'est un sujet nouveau. C'est pour un établissement financier qui a l'habitude de créer des scores sur des données sociodémographiques. Si on prend la France, la donnée open banking, c'est une donnée qui est quand même assez différente, qui est beaucoup plus granulaire. Il y a beaucoup plus de points de données. Les algorithmes, les méthodes statistiques à utiliser ne sont pas tout à fait les mêmes. Donc il se trouve effectivement que si on prend l'exemple d'Algone et l'exemple de la France, la quasi-totalité des grandes banques françaises ont décidé de travailler avec Algone pour implémenter cette nouvelle manière de faire d'évaluer du risque crédit sur la base de l'open banking. Et ça, est-ce que eux se sont mis à développer de leur côté, ou est-ce que vous étiez donc déjà là depuis très longtemps ? Et du coup, c'est une fois qu'ils se sont rendus compte que c'était problématique qu'ils sont allés vous voir. Comment ça s'est passé au départ pour avoir les tout premiers clients ? On a beaucoup évangélisé parce que, comme tu le dis justement, la DSP2, l'application de la DSP2, c'est plutôt 2019. Nous, on existe depuis 2018. Les premières années ont été des années d'évangélisation. Donc, c'est nous qui sommes allés voir les banques en leur expliquant qu'on avait pu mesurer le fait qu'on pouvait faire des évaluations du risque crédit bien plus performantes avec les données de l'open banking, et en leur disant, avec la réglementation européenne PSD2, l'open banking, ça arrive et ça va changer complètement le visage du crédit. Donc aujourd'hui, c'est devenu une évidence, tout le monde on est convaincu, mais effectivement, au début, ça a été beaucoup d'évangélisation et on a eu la chance d'avoir un premier grand groupe bancaire qui nous a fait confiance. C'est Cofidis, donc du groupe Crédit Mutuel CIC. Ok. Donc eux ont été séduits par votre proposition de valeur et donc se sont mis à tout de suite utiliser votre solution et remplacer leur existant. Comment ça s'est passé ? C'est toujours des process. On parle de sujets qui sont assez cœur, donc c'est des process qui sont gérés de manière rigoureuse et de manière progressive. Donc il y a une étape. En général, on commence par ce que nous on appelle le backtest ou le proof of concept, où en gros il nous est. En fait, c'est là où nous on fait la preuve des performances de nos algorithmes. On nous donne de la donnée, on fait tourner nos algorithmes dessus, on rend le résultat au prêteur qui peut évaluer les performances de nos algorithmes. Après, on passe sur un pilote où effectivement on va mettre en production sur des volumes qui sont pas titanesques, et après on bascule en production. Avec une montée en régime des volumes dans le temps long, malheureusement, pour une fintech comme nous. Mais néanmoins, ce qui est clair, c'est qu'il y a une volonté claire de toutes les banques en Europe
de rendre complètement prépondérant la décision de crédit basée sur l'open banking. Donc ça veut dire que les algorithmes, donc celui que vous avez développé pour Cofidis, vous n'avez pas pu le répliquer. C'est pas un algorithme que tu peux répliquer. Tu dois systématiquement, sur base des données qui te sont fournies par ton client, recréer un algorithme. Comment ça se passe ? Non, alors nous, on a une seule... ça, c'est une particularité aussi du score open banking, c'est qu'on a pu démontrer qu'on pouvait avoir un score générique qui marchait de manière un peu universelle. Donc en fait, ce score, au fur et à mesure qu'on collecte de la donnée, qu'on expérimente des choses, on le fait évoluer, mais on le fait évoluer pour l'ensemble de nos clients. Donc c'est un score unique. Et c'est aussi ce qui fait notre force sur la partie score, c'est le fait que on est là depuis longtemps, on travaille avec la quasi-totalité des établissements bancaires, donc on a beaucoup de données et beaucoup d'expérience, ce qui nous permet d'avoir des algorithmes très performants. Alors, un des points qu'on retrouve de plus en plus dans les directives et les réglementations européennes, c'est l'explicabilité et la transparence des algorithmes. Alors, donc, j'imagine que vous ne passez pas à côté de ça également. Comment est-ce que vous pouvez assurer cette transparence pour vos clients ? Alors, c'est une très bonne question. Effectivement, c'est absolument fondamental. C'est absolument fondamental parce que tout simplement, c'est la loi. Il y a des contraintes assez fortes. Une loi qui est plutôt bien faite pour protéger les consommateurs d'éventuels biais ou être capable d'expliquer les décisions. Donc, on est contraint par le régulateur, la CPR, par la CNIL. Donc nous, on est tenu d'être très sérieux avec ça. Typiquement, pour l'explicabilité, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise des algorithmes explicables, tout simplement. Donc on sait, parce qu'on l'a mesuré, parce qu'on a fait des tests, on peut avoir quelques points de performance supplémentaires avec des algorithmes plus sophistiqués, mais on utilise des algorithmes qui ont la propriété d'être explicables, de sorte à être capable d'expliquer à un client final une décision s'il le demande. Et alors un autre point que je trouve toujours intéressant, j'avais évoqué, je te disais avant qu'on enregistre ce point-là dans un épisode sur Shift Technology, je suis toujours intéressée de savoir quelles mesures tu mets en place pour assurer performance et précision de tes algorithmes de risque et savoir les faire évoluer éventuellement en fonction de la dynamique de marché, de l'évolution des données, avoir accès peut-être à plus de données beaucoup plus fines. Ouais, alors sur la mesure de performance, un score c'est quelque chose qui est vivant, donc on va le monitorer en permanence, le tester en permanence, vérifier qu'il n'y a pas de biais, vérifier ses performances sur différents segments de données, vérifier aussi sa stabilité. Donc typiquement, si on voit une déviation parce qu'il y a un événement qui se passe comme le Covid ou autre, ça c'est des choses qu'on va monitorer et on va être capable de s'adapter. Après, sur les indicateurs de performance qu'on suit beaucoup, ce serait peut-être un peu technique d'en parler. Je pense qu'on ne va pas trop rentrer dans les détails. Mais tu avais une question aussi sur les nouvelles sources de données. Oui, tout à fait. Ouais. Parce qu'en fait, là, on parle de PSD2. Tu vas avoir bientôt PSD3. Tu as de plus en plus des sources de données de plus en plus variées au travers de nos smartphones, de nos usages, etc. Donc, j'imagine que vous pouvez capter et affiner vos algorithmes année après année. Tout à fait. Alors après, c'est pareil. Sur les données qu'on est en droit d'utiliser, il y a évidemment des contraintes et c'est une très bonne chose. Donc il ne s'agit pas d'aller cruncher des données Facebook ou même les données des telcos. C'est pas quelque chose qu'on peut... c'est quelque chose qui est tout à fait utilisable dans des pays en voie de développement, par exemple, où les gens ne sont pas beaucoup bancarisés. Mais dans les pays dans lesquels nous, on opère, c'est absolument pas utilisable. Donc nous, en fait, la règle qu'on s'est donnée, on est OK pour utiliser la donnée dès lors qu'il y a un consentement du client pour la fournir, un consentement explicite du client pour la fournir, et dès lors qu'elle est accessible, qu'elle est open, qu'elle est accessible et qu'elle est accessible instantanément de sorte à ce qu'on puisse prendre une décision instantanée. Donc c'est ça nos règles. Aujourd'hui, on utilise uniquement la donnée open banking, mais on regarde effectivement de près l'open finance pour voir quel type de données qui répondrait aux critères que j'ai énumérés précédemment, on pourrait également utiliser. Top. Alors, entre le moment où on s'est rencontrés il y a 3 ans et maintenant, les choses ont vachement évolué pour vous. J'aurais aimé que tu nous fasses un état des lieux d'Algone maintenant, en nous expliquant éventuellement comment le modèle d'affaires a changé et quels sont les produits phares que vous mettez en avant maintenant pour vos clients. Alors, je vais commencer par les produits phares. Donc on a trois produits qui sont plutôt des succès commerciaux. Donc on a
Algone Credit Insight. Donc Algone Credit Insight, ça prend la donnée Open Banking et ça la catégorise, ça la structure, donc ça va identifier les revenus. Donc si c'est un compte joint, ça va être bien séparer les deux revenus. Les dépenses régulières, ce qu'on appelle les red flags, c'est-à-dire tous les éléments qui sont importants à signaler dans le cadre d'une prise de décision de crédit, donc des impayés, ce genre de choses. Évidemment, on va repérer tous les crédits existants, etc. Donc ça, c'est ce qui permet de faire ce qu'on appelle un check de solvabilité. Donc c'est parce que on a tous fait des crédits, on sait que le taux d'endettement c'est quelque chose qui est important, le reste à vivre c'est quelque chose qui est important. Donc grâce à Credit Insight, on prend la donnée bancaire et on est capable justement de faire ces calculs-là. Donc ça c'est pour la première partie, on va dire, de la décision de crédit, qui est le check de solvabilité. C'est-à-dire est-ce que la personne elle a dans le présent la capacité budgétaire de payer ses mensualités. Deuxième partie, c'est fourni par notre produit qui s'appelle Algone Credit Score. Donc là, c'est un score statistique, donc ça donne quelque part une probabilité de défaut en fonction de la manière dont la personne gère son budget. Donc en gros, ça donne une note entre 0 et 1000 qui correspond à une probabilité de défaut. Et ça donne aussi quelques indicateurs d'explicabilité pour expliquer pourquoi la note elle est bonne ou pas bonne, quoi. Donc ça c'est Algone Credit Score. Et après, on a un autre produit qui s'appelle Algone Dashboard, qui est plutôt à destination des cas d'usage où la décision de crédit n'est pas prise de manière automatique, mais prise par un conseiller. Donc, par exemple, le crédit immobilier ou le regroupement de crédit. Donc dans ces cas-là, Algone Dashboard, en fait, c'est une page web dans laquelle le conseiller il voit instantanément ce qu'il a besoin de voir pour prendre sa décision. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on a construit avec les gens du métier, et qui permet de faire des gains de productivité énormes, puisque nous on a vu encore dans les banques des gens imprimer des relevés de compte et stabiloter et y passer des heures. Donc voilà, là ça permet de transformer. Il y a combien de temps t'as vu ça ? Non, il y a encore. Hein. Oh Ça existe encore. Okay. C'est pas complètement fini. Et votre modèle d'affaires sur ces 3 différents types de produits, c'est quoi ? Alors, nous, on est très souvent, en tout cas quand on travaille avec des grands établissements bancaires, on est très souvent prestataire de services essentiels externalisés, en tout cas en France, mais il y a l'équivalent dans les autres pays, en Espagne, en Angleterre, là où on travaille également. Tu as besoin d'être régulé pour faire ça ou pas ? Non, alors nous, on n'est pas régulé, mais par contre, notre client l'est. Ouais. Et du coup, notre client, il a des exigences qui sont répercutées dans les contrats. Et donc nous, on signe des contrats en centaines de pages, extrêmement exigeants, et justement, pour répondre aux exigences de ces contrats, on a une licence fixe qu'on applique tous les mois qui correspond à tout l'accompagnement que nous on va devoir faire, parce que un score, comme je disais tout à l'heure, ça vit, ça se monitore, il faut faire des tests, etc. Il faut faire du reporting pour le régulateur. Donc on a cette partie licence fixe. Et après, pour ce qui est des API, donc Algone Credit Insight et Algone Credit Score, qui sont des API, là c'est basé sur le volume. Donc à chaque fois qu'on est appelé, on touche un petit... exactement, on touche un petit quelque chose. Alors, vous avez développé une expertise sur le B2C, donc le B2C, c'est-à-dire la capacité de scorer des clients personnes physiques. Il y a quand même un besoin grandissant pour le scoring de business, notamment par des fintechs qui vont proposer des financements de créances. Est-ce que vous souhaitez investiguer cette possibilité de développer des algos pour le scorer les business ? Les corpos, pardon. C'est pas très clair, je suis désolée, c'est une question très longue. Non, c'est très clair pour moi parce que c'est quelque chose qui revient beaucoup. On est beaucoup sollicité, comme notre expertise est reconnue sur le marché, sur la partie particulier, on est aussi sollicité sur la partie business. Alors aujourd'hui, on ne fait pas. La raison pour laquelle on ne fait pas, il y a 2 grandes raisons pour lesquelles on ne fait pas. La première, c'est qu'on vise vraiment l'excellence sur nos produits. On est vraiment, on cherche vraiment à être très très bon sur ce qu'on fait. Donc on ne veut pas trop en faire. Donc c'est pour ça qu'on est focalisé sur le crédit au particulier et sur l'open banking. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que donc nous, on est des experts du crédit et de l'open banking. Et la partie open banking, dans le cas du crédit aux entreprises, la partie open banking est certes importante, mais pas aussi puissante que sur le crédit au particulier. Sur le crédit au particulier, il n'y a aucun problème pour prendre une décision de crédit très éclairée, uniquement avec la donnée open banking. Sur une entreprise, qui plus est sur une entreprise de taille conséquente, il faut quand même cruncher d'autres données que la donnée open banking. Ouais. Donc voilà, c'est pour ces raisons-là qu'on est... mais nul ne dit qu'on n'y viendra pas avec des partenariats ou ce genre de choses. En tout cas, c'est sûr qu'il y a une forte demande et que nous, on est beaucoup sollicités sur ce sujet-là. Ouais. Tu parlais beaucoup des établissements financiers incumbents,
on va dire. Est-ce que vous avez également une clientèle, mais j'imagine que c'est oui, dans la fintech? Tout à fait, ouais, on a typiquement toutes les fintechs du BNPL en France travaillent avec nous. On est fiers de travailler avec eux. Donc c'est très intéressant. On a après Revolut, on ne sait pas trop si on le met si c'est encore une fintech, parce que c'est quand même un gros acteur maintenant. Vous bossez avec Revolut ? Oui, on bosse avec Revolut. Ouais, D'accord, parfait. Pour la partie française. Pour la partie française et plus si affinité, parce que l'idée c'est quand même de faire quelque chose de beaucoup plus global. Et on est en cours de signature avec des très gros acteurs très globaux. Nous, on cherche vraiment à être un acteur à minima européen et on a démontré à de multiples reprises. Alors déjà, on opère dans d'autres pays que la France et on a montré à de multiples reprises notre capacité d'adapter nos produits dans des nouveaux pays dès lors qu'on a de la donnée. Ouais. Donc on a complètement automatisé le processus de réplication de nos produits dans des nouveaux pays. On l'a fait avec succès dans plusieurs pays où on n'a pas d'activité commerciale, mais où on a des produits qui ont été testés et qui ont des performances très élevées. Est-ce que tu vois, parce que moi je connais l'open banking plutôt comme utilisatrice, suivant les pays, une instabilité des API pour aller chercher la donnée, est-ce que c'est quelque chose qui vous handicape ou pas? Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois très bien. Ouais. Je vois très bien ce que tu veux dire. Je vois très bien ce que tu veux dire. Ça a été un gros sujet. Ça l'est quand même de moins en moins. Ça dépend beaucoup des pays. Donc il y a des pays très matures dans lesquels, l'Angleterre par exemple, c'est un exemple. Le Danemark, les pays nordiques, c'est plus du tout un sujet, quoi. Enfin, c'est plus du tout un sujet. Les gens sont habitués à faire l'open banking. L'open banking, ça marche, etc. En France, en Espagne, voilà, ça ne fait que s'améliorer et je dirais qu'en France aujourd'hui c'est plus un obstacle pour nous, mais c'est encore pas tout à fait parfait, quoi. Ouais. Encore quelques mois, je pense, pour que les API soient vraiment avec un niveau de fiabilité parfait. Mais aucun doute sur le fait que ça va venir et que ça va venir vite, quoi. Espérons-le. Alors, quand on s'était pris un petit apéro il y a quelques semaines, tu m'avais parlé du partenariat avec Mastercard. Ouais. J'aurais aimé que tu nous en parles plus précisément. Il y a eu différentes publications sur le sujet. J'aurais aimé comprendre dans quel contexte ce partenariat avait lieu et dans quoi ça s'inscrivait sur le long terme. Ouais, les synergies avec Mastercard, elles sont assez évidentes. Alors, ils sont venus vers nous parce qu'ils ont une ambition très forte sur l'open banking, comme leur concurrent principal. Vraiment très forte. Ils ont une patronne de l'open banking au niveau mondial qui a un poids très, très fort dans la société. Donc, voilà, c'est pas du flan, c'est pas de la figuration. Ouais. Moi, je le vois tous les jours. Donc, ambition très forte sur l'open banking. Et ils se sont posé la question comment aborder l'open banking. Ils ont déterminé un certain nombre de use cases très concrets et dont on sait que ce sont des vrais use cases qui avec un business model qui existe, etc. Et parmi eux, et même premier d'entre eux, le lending. Donc voilà, ils sont venus vers nous et on a décidé effectivement d'associer nos forces. Donc ce que ça veut dire, c'est que Mastercard du coup va distribuer Algone en Europe. D'accord. Donc Mastercard va vraiment nous aider en fait à passer à devenir vraiment une boîte plus internationale qu'on ne l'est aujourd'hui. Et il y a des synergies produits aussi qui sont très intéressantes. Mastercard, ils ont des produits qui concernent la fraude. Donc on travaille avec eux à lancer une offre sur la fraude au crédit, parce qu'aujourd'hui on fait le risque crédit, on couvre le risque crédit, mais pas la fraude, on n'a pas de produit pour la fraude. Ouais. C'est pas la même chose, hein, non, c'est clair, c'est pas le même sujet. Donc on est en train de créer des produits vraiment dont on va être très très fiers. Enfin, je suis déjà très fier des specs, c'est pas encore implémenté, mais des très beaux produits sur la fraude. Et puis il y a aussi les synergies avec l'agrégateur de Mastercard qui s'appelle Aya. Aya, d'accord. Ouais, voilà. Qui est très puissante dans les pays, notamment dans les pays nordiques, et qui a des velléités fortes de développement partout en Europe. Mickaël, il y a juste un point que tu n'as pas précisé, c'est au niveau capitalistique, parce qu'il me semblait, la dernière fois qu'on s'est vu, que tu m'avais dit que Master avait pris une participation chez vous, c'est ça ? Oui. Effectivement. Petit silence. Effectivement. Donc, nous sommes autorisés à communiquer sur la chose. Mastercard, effectivement, prend une participation minoritaire chez nous. Génial. Bon, alors, c'est quoi vos velléités de développement ? Là, tu nous as parlé donc de ce partenariat. On a vu vraiment que vous aviez une place forte, en tout cas en France. Est-ce que vous avez envie d'aller ouvrir des nouveaux pays en fonction de votre clientèle en termes d'expansion ? Clairement, nous, on souhaite être un acteur européen.
Et donc maintenant qu'on est avec Mastercard, on veut vraiment leverager sur le réseau de Mastercard pour se déployer partout en Europe. Donc on a une liste de priorités, on ne va pas aller dans tous les pays à la fois, mais c'est important pour nous d'être un acteur européen. Et pourquoi ? C'est parce qu'on a une capacité unique qu'on a développée de répliquer nos produits très rapidement et très efficacement sur des nouveaux marchés. D'accord. Donc l'Europe, c'est un marché très fragmenté avec des spécificités, mais voilà, nous, on a mis ça dès le départ, en fait, dans notre produit, cette capacité et ce process qu'on a pour répliquer et obtenir des bons niveaux de performance dans tous les pays d'Europe. Et l'accès au crédit de bureau, comme tu le disais tout à l'heure, dans plein d'autres pays européens, est-ce que ça te permet d'être encore plus fin que ce que vous avez comme résultat de scoring en France ? Moi, je pense que dans la plupart des pays d'Europe, l'open banking va finir par remplacer les crédits de bureau, parce que les crédits de bureau n'ont pas des niveaux de performance toujours très élevés dans tous les pays. Voilà. Par contre, il y a des pays qui ont un fort niveau de maturité sur les crédits de bureau, notamment les pays anglo-saxons, dans lequel ce qui va être mis en production dans les temps qui viennent, ce sont des approches hybrides, en fait. Et d'ailleurs, en Angleterre, on construit un score hybride pour un client. Donc hybride, ça veut dire qu'on va prendre à la fois des données de crédit de bureau et à la fois des données d'open banking. Et c'est comme ça, effectivement, qu'on arrive à obtenir les meilleurs résultats. D'accord. Alors, juste pour terminer sur cette question, ça c'était une petite parenthèse, mais sur l'expansion internationale, au niveau européen, est-ce qu'il y a une demande forte suivant certains pays plus que dans d'autres, ou une maturité beaucoup plus grande dans certains pays, je pense aux pays scandinaves, que dans les pays du Sud ? Ouais, alors il y a une demande vraiment globale dans toute l'Europe, ça, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai une conviction vraiment extrêmement forte sur le fait que tous les acteurs du crédit vont se baser sur l'open banking partout en Europe. Ouais. Et après, en termes de maturité, c'est pas toujours très homogène, hein. Donc effectivement, dans les pays scandinaves, c'est très mature. L'Angleterre, c'est très mature. Le Danemark, c'est très mature. Et voilà. Et après, dans les pays France, Espagne, il y a un petit peu de retard, mais on y vient, quoi. Top, merci. Mickaël, c'était super tour d'horizon d'Algone. Bravo pour ce que vous faites et bravo pour toute cette évolution et ce super partenariat avec Mastercard. Pour clôturer, je te demande de nous faire une petite recommandation. Qu'est-ce que tu nous recommandes avant qu'on se quitte ? Il y a un podcast qui est pas mal qui s'appelle FinScale. Tu connais ? Je connais un petit peu, je vis avec. Et ben voilà, c'est ma recommandation. Merci beaucoup Mickaël, c'est super sympa. Trop sympa de ta part. Et merci d'être venu pour prendre un petit jus avec moi. C'était sympa. À bientôt. Écoute, avec plaisir. À bientôt. Merci à tous pour votre écoute. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. N'hésitez pas à me contacter sur Twitter ou LinkedIn pour me faire part de vos commentaires ou de vos réactions. Et je compte sur vous pour noter cet épisode sur vos plateformes de podcast préférées. À la semaine prochaine.